Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Smart Bourse. Vous le savez, tous les soirs, 17 à 18h en direct, on fait le tour de la planète finance avec nos experts en plateau. On vous explique tout sur la macroéconomie, la microéconomie, on analyse les actions, les obligations, les matières premières. Bref, on fait le tour pour vous aider à prendre les bonnes décisions sur votre patrimoine et sur votre épargne. On vous permet de nourrir vos réflexions, on l'espère, avec des analyses pointues. Au sommaire de cette édition, tout d'abord, on va se pencher sur les taux. Alors, le risque France en question, avec une dette de 3 350 milliards d'euros, et ça grimpe tous les jours. Un pays ingouvernable, des réformes qu'on repousse sans cesse. Les investisseurs internationaux, eh bien, est-ce qu'ils vont continuer à nous faire confiance, à faire confiance à la signature de la France? À quel taux va-t-on emprunter l'an prochain? Il nous faut 310 milliards à peu près, c'est la somme qu'il faudra emprunter. On verra ça dans un instant. Du côté de la microéconomie, ouf de soulagement pour Google qui va conserver son navigateur Chrome. Le juge Meta, ça ne s'invente pas, a rendu son verdict et donc c'est positif pour Google. Dans le dernier quart d'heure, on s'intéressera aux matières premières et en particulier à l'or, face à la montée des tensions géopolitiques, à l'incertitude. Eh bien, l'or s'impose plus que jamais comme la valeur refuge. Jusqu'où la relique barbare peut-elle monter? C'est ce qu'on verra en fin d'émission. Voilà pour le sommaire de Smart Bourse. Tout de suite, on regarde ce qui se passe du côté des marchés. Et à 30 minutes de la clôture des marchés, on regarde ce qui se passe justement du côté du CAC et de l'information financière mondiale. Avec vous, Pauline Gratel, bonsoir. Bonsoir. Les indices sont en hausse aujourd'hui, après une journée de repli hier. Oui, en Europe, le CAC 40 gagne 1% au cours de la séance et repasse au-delà de 7 points. Le DAX en Allemagne évolue aussi à la hausse. Le FTSE gagne environ 0,5% après de fortes tensions sur le gilt. Aux États-Unis, les indices sont en hausse dans les premiers échanges. Le Nasdaq gagne 1%, tiré par Alphabet. Et oui, puisqu'on vient de l'apprendre, le navigateur Chrome reste donc dans le giron d'Alphabet. Oui, c'est à la suite d'une décision judiciaire qui permet à Alphabet de conserver Google Chrome. En août de l'année dernière, la justice avait reconnu coupable Google d'avoir maintenu illégalement son monopole dans la recherche en ligne. Le titre Alphabet bondit de 8% dans les premiers échanges et dans son sillage, Apple gagne plus de 3%. Bonne nouvelle donc pour les actions. On revient sur ce qui se passe sur les marchés obligataires. Oui, les rendements à long terme mondiaux se détendent après les tensions d'hier. Aux États-Unis, le 10 ans évolue autour de 4,20% et le 30 ans qui avait atteint le seuil de 5% se détend autour de 4,90%. Un point rapide sur l'Asie, le rendement des obligations japonaises à 30 ans a bondi d'une dizaine de points de base ce matin, proche des 3,30%, un niveau record. Enfin, le rendement japonais à 20 ans était au plus haut depuis 1999. Donc ça grimpe aux US, ça grimpe au Japon. Qu'en est-il de l'Europe? Le rendement allemand à 10 ans évolue autour de 2,75%. En France, le risque politique est évidemment toujours présent puisque le 8 septembre approche, jour du vote de confiance. En attendant, le rendement français à 10 ans évolue autour de 3,55%. Dans les indicateurs à suivre, c'était l'enquête Jolts qui était attendue aujourd'hui. Oui, l'enquête Jolts du mois de juillet qui recense les ouvertures de postes sur le marché du travail américain. Elle montre que le nombre de postes à pourvoir diminue légèrement avec 7,2 millions d'ouvertures. C'est inférieur aux attentes. Le chiffre du mois précédent a été révisé à la baisse. On a aussi pris connaissance des indices PMI, services en zone euro. Oui, pour le mois d'août, l'activité des services en zone euro reste au-dessus de 50 à 50,5 après un mois de juillet à 51. C'est aussi légèrement inférieur aux attentes. À noter qu'en Allemagne en particulier, le PMI passe en zone de contraction à 49,3 alors que les analystes tablaient sur plus de 50. Voilà pour tout ce qu'il fallait retenir sur les indicateurs. Du côté des entreprises, le gadin du jour, c'est pour De Richebourg. Oui, le titre s'effondre de près de 20% au pire de la séance avant de remonter un petit peu. L'entreprise a averti sur ses résultats et abaisse ainsi ses prévisions de chiffre d'affaires et d'EBITDA. De Richebourg indique comme cause la signature tardive de l'accord commercial entre l'Europe et les États-Unis, ainsi que les conditions défavorables de cet accord. Donc il y a bien des conséquences à la guerre commerciale. Quel sera le programme
de demain, Pauline? Les regards des investisseurs seront tournés demain vers les États-Unis, puisqu'en cette semaine de l'emploi, on attend l'enquête ADP sur l'emploi privé du mois d'août. On regardera aussi l'ISM Service du mois d'août, ainsi que la balance commerciale américaine de juillet. En zone euro, peu de statistiques sont attendues, mais on regardera tout de même les ventes au détail de juillet. Merci Pauline Gratel, tous les soirs avec nous pour décrypter ces marchés. Tout de suite, Planète Marché. Chaque soir, trois experts sont avec nous en plateau. On est ravis d'accueillir Benoît Vesco. Bonjour Benoît. Bonjour Fabrice. Vous êtes président de Delubac Asset Management. Bienvenue à vous. À vos côtés, Nicolas Brault, directeur associé chez Autingre Banque Privée. Bonjour Nicolas. Bonjour Fabrice. Et bienvenue. Et enfin, Raphaël Thuin. Raphaël, vous êtes responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikeo Capital. Bonsoir à vous. Alors, un programme chargé, hein, évidemment, avec, on l'a vu tout d'abord, ce risque de taux qui se renforce. Alors, on pensait que c'était dû à notre situation politique nationale, mais on voit, Benoît, que c'est en fait beaucoup plus large et que partout, les taux sont en train de remonter. Ça y est, cette parenthèse qu'on avait sur des taux bas, c'est peut-être en train de se terminer, et pour de bon. Oui, vous avez raison. Alors, c'est vrai qu'on est, nous, très focalisés sur notre risque pays. Et il est clair, quand on regarde le spread entre l'Italie et la France, il se réduit comme peau de chagrin. Et il est probable qu'on tente même l'inversion. Mais pas que. C'est pas qu'un risque France. On est bien dans un monde plus refermé sur lui-même par grandes zones, avec récemment quand même cet interventionnisme, si on peut dire comme ça, de Donald Trump vis-à-vis de la Fed. Oui. Ce petit cocktail-là sème le doute. Et il faut voir les marchés obligataires un peu comme, je dirais, des espèces de gendarmes qui surveillent et qui se disent attention, est-ce qu'on a un risque inflationniste qui augmente et ça, ce ne serait pas acceptable. Et donc, que font ces garde-fous naturels que sont les banques centrales et est-ce que cet environnement est propice à une montée de l'inflation? Évidemment, on a des inquiétudes sur ce sujet de tarifs douaniers. On n'en connaît pas les conséquences. Et cette petite musique d'un Trump interventionniste vis-à-vis de la Fed ne rassure pas, parce que ça fait partie des piliers d'un bon fonctionnement de marché financier, des banques centrales indépendantes, des statistiques ou des instituts statistiques indépendants. Et là, on a quelques points d'interrogation. Ouais, on va y revenir sur la Fed et sur les États-Unis, mais si on se concentre, c'est vrai que sur la France, je disais, avec une dette quand même qui commence à être impressionnante, une charge de dette encore plus, on se dit, tiens, l'an prochain, il y a 3 pays en Europe qui vont emprunter plus de 300 milliards d'euros. L'Allemagne est de nouveau dans la course. Là, la signature est tranquille, on va dire. Et puis, il y aura peut-être un match entre l'Italie et la France. Et là, on pourrait nous demander, Nicolas Brault, peut-être une prime un petit peu plus élevée, parce que nous, on n'a pas fait le boulot, contrairement aux Italiens. Oui, bon, après, c'est un peu le concours de leader sur le sujet. Donc, en termes relatifs, c'est indéniable que le positionnement de l'Italie a évolué depuis 2 ou 3 ans. Oui. Et puis, il y a C'est la trajectoire, surtout, que regardent les investisseurs. Oui, et puis il y a aussi un policy mix qui est plus pro-business qu'en France. Il faut dire que c'est pas dur. Nous, on fait des campagnes électorales sans parler de croissance, sans parler de création de valeur, et surtout pas de richesse, puisque c'est quelque chose qu'on a envie de combattre. Blague à part, puisque malheureusement, ça n'est pas drôle, on n'apprend rien sur la France. Le spread est de 80 points de base. Il est au même niveau qu'à la fin de l'année dernière ou au début de cette année. Franchement, à ce stade, l'écartement paraît sous contrôle. Il y a des acheteurs de dettes. À 3,60 ce matin, il y a probablement des acheteurs de dettes françaises. Comment est-ce qu'on regarde ça? On a envie de se tenir éloigné depuis un moment et toujours de la dette souveraine, autant que faire se peut, et d'être plutôt sur le crédit. Je note cet été que les États-Unis, qui ne sont quand même pas dans une situation de déficit et de dette enviable, avec des points d'interrogation sur la qualité de la signature américaine ou sa crédibilité, sa pérennité, oui. Il n'y a pas eu d'écartement sur le 10 ans entre le 30 juin et aujourd'hui. Et donc, c'est en Europe qu'il y a eu une dégradation et un surcroît de 20 à 30-35 BP depuis le 30 juin. C'est pourtant pas en Europe qu'il y a un sujet d'accélération de la croissance.
un sujet d'inquiétude réel sur l'inflation. Au contraire, elle est contenue. On a l'impression que la BCE est arrivée à son objectif. Elle a fait le job, on est sur les 2%. Elle a fait le job, elle l'a bien fait. Donc voilà, c'est donc en Europe qu'il y a eu, dans le monde occidental, le surcroît de rendement depuis cet été. Ouais. Raphaël, votre regard justement sur cette séquence, cette rentrée politique agitée qui a vraiment un impact, on le voit, direct sur l'économie, baisse la semaine dernière à plus de 3,5% sur les actions, même si ça se stabilise. On va attendre quand même ce qui va se passer la semaine prochaine. Et puis effet direct sur les taux, pas catastrophique, mais on sent quand même, comme disait à l'instant Nicolas, une petite musique assez, peut-être pas angoissante, mais quand même inquiétante. Ouais, désagréable, inquiétante. Effectivement, il y a un risque idiosyncratique France qui est en train de se développer. Forme de consensus autour du fait que cette thématique des déficits, qui est grave dans le cas de la France et qui ne se résorbe pas, pourrait perdurer dans le temps. Et c'est probablement beaucoup d'incertitudes sur les jours à venir. On ne sait pas ce que les élections vont nous réserver. La seule chose qu'on sait à peu près, c'est qu'il n'y a pas de scénario rose. Pas de scénario où dans 1 semaine, 3 semaines, 3 mois, on ait un gouvernement avec une majorité suffisante, d'une part, et d'autre part, une volonté politique claire de réduire le déficit de manière draconienne. C'est ce qu'attendent les marchés, c'est ce qu'attendent les investisseurs obligataires qui achètent notre dette souveraine. Et ce scénario n'existe peu ou pas. Ouais. Alors, on verra. Est-ce qu'il y a des scénarios catastrophes face à ça? Peut-être pas non plus. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on n'imagine pas nécessairement un envolé des déficits à la suite de potentielles élections ou de la nomination d'un nouveau Premier ministre. Mais il y a cette notion qu'on est maintenant rentré dans un temps plus long d'instabilité politique chronique en France, qui sera probablement accompagné d'un maintien de niveau de déficit très élevé, qui va handicaper la croissance, qui va handicaper la confiance et qui va handicaper aussi le niveau de taux auquel on emprunte. Ouais, Nicolas, je reviens sur ce que vous avez dit effectivement sur les plateaux. Il y en a beaucoup, en plus les chaînes, maintenant nos confrères sont rassemblés juste à côté quand on zappe. Et on voit effectivement des empoignades évidemment politiques, mais c'est vrai qu'il y a peu de gens qui parlent de croissance, de redonner vraiment... d'aller de l'avant finalement, de faire de l'économie positive. On a l'impression que c'est toujours quelque chose qui nous pèse et qui doit peser aussi in fine sur les Français. Oui, enfin on a l'impression d'être hors sol, l'impression d'être décalé dans ce monde. Alors on peut comprendre que l'économie, la finance a pris beaucoup de place et qu'on a envie de le combattre et qu'il y a des postures politiques pour le faire. Néanmoins, chacun gagne sa vie au quotidien et a une sensibilité à la capacité d'un pays à faire face à ses engagements et à trouver du boulot et à gagner son pain, quoi. Donc là-dessus, on est... nous, on a envie d'avoir une stratégie depuis longtemps, qui est de diversification. On va sûrement parler de diversification dehors des États-Unis. Ce sujet, il y a des actifs de très, très grande qualité en France. Il y a une épargne, il y a des fondamentaux. Il y a une épargne colossale qui est peut-être pas forcément très bien investie quand on est uniquement sur les obligations d'État ou pour une grosse partie. Elle ne peut pas être bien investie si on n'inspire pas l'envie de se projeter à 5-10 ans et de prendre des risques. Tout est là. Hein. Donc la triste réalité, c'est que ça ne change jamais. Ouais, Benoît Vesco, c'est vrai que ça, en tout cas, ça n'a pas changé depuis un certain temps. Là aussi, vous, votre regard sur plus que cette séquence, parce qu'elle est longue, la séquence des déficits, le quoi qu'il en coûte, Nicolas Sarkozy, 1000 milliards, mais bon, il y avait la grande crise des subprimes, on s'en souvient. Emmanuel Macron, c'était 1000 milliards pour faire face au Covid. On a l'impression que c'est un peu le tonneau des Danaïdes et que finalement, on n'arrête pas de faire de la dette. Et puis, ça serait comme ça dans tous les pays européens, on se dirait, finalement, ça va. Mais on voit que l'Espagne sort beaucoup plus rapidement de l'ornière, que l'Allemagne, qui a toujours été très orthodoxe au niveau de ses finances, elle a les moyens aujourd'hui de réinvestir. Et finalement, ça participe du déclassement ou du retard qu'on a l'impression qu'on a ou qu'on prend de plus en plus en France. Oui, on a bénéficié de cette zone euro qui nous a permis de ne pas vraiment faire d'efforts, là où d'autres en ont fait, ou sont, comme les Allemands, restés rigoureux tout le temps. Je dirais qu'on a eu un peu cette ombrelle qui nous a protégés, qui nous a permis de laisser dériver sans vraiment faire prendre ces décisions qui ne sont pas toujours faciles politiquement, ça c'est évident. Donc ça clairement,
c'est peut-être, si on peut le voir comme ça, le mauvais côté de la zone euro, qui a aussi d'autres côtés très positifs, hein. Mais voilà, on était protégés. On était le passager clandestin. Peut-être un peu. On arrive sûrement au bout de cette histoire parce qu'on arrive un peu à la limite de ces augmentations de déficit réguliers. De là à dire qu'on fera des efforts drastiques, j'en suis pas sûr du tout. Mais d'autres pays, on parlait tout à l'heure de l'Italie. L'Italie, ça a été 2-3 décennies d'efforts et d'instabilité pour arriver à enfin des déficits primaires excédentaires, etc. Donc ça ne se résorbera probablement pas comme ça. Et ça veut dire aussi dans ces cas-là, malheureusement, un risque de croissance un peu anémiée en France par rapport à nos voisins européens. Oui. Ça, c'est le risque, oui. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ce stop and go, il est délétère. On le voyait à travers les chefs d'entreprise qui étaient rassemblés la semaine dernière, rassemblement du MEDEF. Et ils nous disent, voilà, ce stop and go, il est compliqué. On a l'impression qu'on revit la même séquence qu'en septembre dernier, après ce long été sans Premier ministre. On a eu la fumée blanche avec Michel Barnier, ça n'a pas tenu longtemps. François Bayrou, on sentait bien que ce n'était pas tenable non plus. Et cette instabilité, c'est vrai que elle pénalise le bateau France. Hein, Oui, et je pense que probablement à l'ordre 1, c'est ça la première conséquence. C'est que le climat des affaires, on va dire, l'envie d'entreprendre, de prendre des risques, est aujourd'hui affecté par cette instabilité. Elle semble être chronique, elle va perdurer a priori dans le temps, donc ça va nous handicaper. Alors on n'a peut-être pas envie non plus de rentrer dans un déclinisme forcené. On a une croissance qui est positive, bien supérieure à l'Allemagne depuis de nombreuses années. Le chômage est au plus bas depuis de nombreuses années aussi. Globalement, les entreprises françaises, en moyenne, se portent bien, surtout les grandes, avec quelques grands champions. Surtout quand elles travaillent avec l'extérieur, avec le reste du monde. Et celles-ci sont peut-être plus immunisées contre le bruit interne. En revanche, on a aujourd'hui une problématique politique et de déficit des comptes nationaux qui est grave, avec probablement des institutions qui ne répondent plus à la fonction pour laquelle elles avaient été mises en place, cette capacité d'avoir une stabilité politique à travers les cycles pour pouvoir projeter des investissements. Donc, c'est des vraies questions structurelles pour le pays, sans nécessairement d'ailleurs rentrer dans un déclinisme trop pessimiste, mais c'est vrai que clairement, ça va peser sur le climat des affaires, la capacité de projeter dans les horizons pour les investisseurs et les entrepreneurs. Ouais, tiens, ça fait le lien justement avec le job des banques centrales. Justement, la BCE elle a fait le job. On est à 2%. Pour se dire, voilà, d'ailleurs, voilà, pour l'instant, pas de baisse supplémentaire a annoncé Christine Lagarde. On est arrivé à cet atterrissage en douceur. Alors, elle a fait le job. C'est vrai que ça a été une belle trajectoire de retour vers l'objectif, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, on le voit. On peut estimer aussi que les tarifs, globalement, auront beaucoup moins d'impact sur l'inflation qu'ils ne pourront avoir a priori sur les États-Unis. En tout cas, tant qu'on ne rentre pas dans une dynamique de représailles forte. C'est l'absence de représailles de la part de l'Europe qui permet d'avoir des dynamiques d'inflation raisonnables. Et dans ces conditions, c'est intéressant aussi d'un point de vue investisseur-marché. Le policy mix, comme on dit, le potentiel d'intervention de politique, en particulier monétaire en Europe, est beaucoup plus élevé qu'il ne peut l'être aux États-Unis. Si demain, quelque chose devait se passer sur l'économie, si on devait avoir un accident, la BCE aurait potentiellement la flexibilité d'intervenir davantage. Oui. Et ça aussi, ça peut être d'ailleurs un motif d'optimisme pour la performance des marchés en Europe, cette capacité, encore une fois, d'avoir ce filet de sécurité de la BCE. Alors après, sur l'inflation... Bon, si plus personne ne veut de la dette française, on sait qui achètera finalement en dernier ressort. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Mais en revanche, sur l'inflation, il y aura quand même un petit mot de prudence. On sait que c'est une hydre qui est à plusieurs têtes. Et effectivement, on a aujourd'hui des pressions inflationnistes qui semble-t-il, pourraient réémerger. Donc, peut-être qu'on ne va pas crier victoire trop vite, mais on pourra être satisfait du parcours engagé. Non, vous avez raison, parce que c'est vrai que sur les marchés, effectivement, la BCE a fait le job, mais dans la vie concrète, on voit que, par exemple, sur les taux immobiliers, ça ne va pas baisser. C'est même en train de augmenter sur certaines grilles chez certains banquiers. Au niveau de l'inflation de tous les jours, voilà, même si elle n'augmente plus dans les mesures qu'on avait auparavant, on voit quand même que ça devient compliqué. Comment on explique tout ça, que cette décorrélation effectivement entre d'un côté effectivement la BCE qui aurait fait le job et puis des prix qui continuent à augmenter, alors peut-être un petit peu moins, mais qui continuent. Nicolas Brand. Vous avez des effets de base qui ont monté de cran, donc c'est comme dans la nature humaine, hein. Personne n'a envie de revenir en arrière.
Vous parliez hier tout à l'heure de l'Espagne, mais l'Espagne a accepté des baisses de salaire phénoménales il y a une dizaine d'années. Donc l'Espagne est sur une dynamique de reprise aussi parce que le sentiment de déclassement que nous avons un peu partout et que nous avons en France, qui est quelque chose de tout à fait respectable, hein, mais en Espagne, il a été vécu concrètement avec un recul. Et vous interrogez n'importe qui travaille en Espagne et qui a une expérience en France ou à Londres, a fortiori, les salaires, il y a des écarts de salaire de 25%. Ouais. Donc, il faut voir d'où on vient. Hein. Très, très important. Ce que l'Espagne a su faire, nous ne savons pas le faire, accepter de revenir en arrière. Alors, sur l'inflation, la base de départ a été relevée avec l'inflation qui a été... dont le catalyseur a été, on va dire, la guerre en Ukraine. C'était à ce moment-là qu'il y a eu une accélération. C'est un catalyseur, hein, ce n'est pas la cause. Et aujourd'hui, il y a un sentiment de cherté des actifs consommables qui est partout. Oui. Voilà. Ça coûte plus cher d'aller au resto, de prendre des vacances, d'aller au cinéma, les biens de tous les jours. Néanmoins, il y a l'épargne en face. Il y a plutôt des termes de l'emploi qui sont relativement bons. Et donc, on revient au sujet qu'évoquait en particulier Raphaël. Hein. Le sujet de la confiance, c'est important pour les chefs d'entreprise, c'est fondamental pour le consommateur du quotidien, hein, pour tout le monde. Les agents économiques, c'est cet effet-là, de base. L'impression qu'on est dans des bonnes mains. Bon, sur le plan politique, on va essayer de ne pas rentrer dans ce thème-là, puisque ce n'est pas l'objet de l'émission. Mais on n'a pas l'impression d'être dans des bonnes mains depuis un moment. Ouais, on fera notre débat effectivement là-dessus. Benoît Vesco, juste pour clôturer cette séquence, en tout cas France, c'est vrai que voilà, on a le sentiment, peut-être si on est dans pas de bonnes mains, en tout cas on a la puissance quand même, on a un grand pays, on a des industries puissantes, on a l'aéronautique, etc. On a l'impression que longtemps, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, l'Europe nous a protégés et nous protège toujours, parce que si on était en franc, je pense que la sanction serait d'autant plus cruelle. On peut quand même avoir cette confiance en l'euro, où lui aussi, il va en pâtir à terme par rapport à d'autres devises. Oui, alors je pense que là encore qu'on a du mal à le voir souvent, mais l'euro, la zone euro a beaucoup de force. Il y a beaucoup de points positifs en sa faveur. Elle ne sait pas toujours les mettre en avant. On l'a vu dans la séquence de négociations tarifaires avec Trump. Hein, c'est pas évident, hein, alors que pourtant on les a. On a toujours ce défaut de parler à plusieurs voix. Mais il y a de vraies qualités. Et la France, quand on revient sur la France, elle a aussi des forces de démographie en comparaison à d'autres pays. Hein. Même si ça baisse, se dégrade, c'est mieux que les autres. C'est mieux que les autres. Elle a une situation géographique au sein de l'euro qui est là aussi très bonne. Donc il y a beaucoup et effectivement ce tissu industriel qui a permis de créer des grands champions mondiaux. Et de fait, ça a peut-être obligé nos grands champions mondiaux à être exportateurs avant tout, et ce qui était aussi une de leurs forces. Mais donc, je ne suis pas inquiet pour la zone euro sur moyen terme. La difficulté en France, elle est clairement politique. On en vient même à parfois souhaiter un gouvernement technique purement. Hein. On l'a vécu dans d'autres pays, en Belgique ou ailleurs. D'ailleurs, s'il n'y a pas de budget, on reconduit le budget actuel, ça veut dire qu'on ne fera pas plus de dépenses. Donc finalement, c'est pas plus mal. Ça peut être. Et là, quand on reprend des exemples vécus en Europe, c'était pas si mal pris que ça par les marchés, parce qu'au final, ça a évité des décisions un peu extrêmes qui, là, par contre, nous plongent dans l'incertitude. Ouais. Et c'est vrai que Cocorico, on est quand même les champions sur certains domaines, dont la gestion de patrimoine, hein, en particulier en tout cas en Europe. Avec des belles sociétés qui dominent. Et c'est tant mieux, on a des bons représentants sur ce plateau chaque soir. On ouvre notre page US, si vous voulez bien, avec, on en parlait tout à l'heure, la Fed. La Fed qui, alors pas manipulée, bien évidemment, mais on sent quand même qu'il y a une ingérence de M. Trump, qui voudrait bien mettre la main ou diriger M. Powell, qui pour l'instant résiste. Là aussi, c'est pas forcément très positif d'avoir des institutions quand même garantes du bon fonctionnement d'une économie qui commence à être phagocytée ou du moins empêchée. Oui, et c'est un développement à suivre de très près, selon nous. L'indépendance des banques centrales et de la Fed, c'est vraiment un pilier des fondamentaux économiques de ces dernières décennies. Elle vient d'un accord qui a été signé en 1951 entre le Trésor américain et cette réserve fédérale. Et elle permet vraiment aux agents économiques de pouvoir investir et se projeter dans un monde où l'inflation est maîtrisée.
c'est vraiment cette indépendance qui garantit cela. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette indépendance, elle est mise à mal. On sait que le président Trump fait pression pour voir les taux baisser, fait pression pour potentiellement enlever, virer, renvoyer une gouverneure du board, fait pression sur Jérôme Powell en amont de la fin de son mandat. Et effectivement, cette pression politique qui potentiellement pourrait affecter la politique monétaire, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les marchés. Alors oui, certes, effectivement, peut-être que les taux baisseront plus vite grâce à ça, mais finalement, ils baisseront probablement pour les mauvaises raisons. Et le risque est grand qu'en réaction, les investisseurs et les ménages puissent imaginer que finalement, ce monde d'inflation maîtrisée puisse s'évanouir. Et dans ces conditions, que les anticipations d'inflation puissent remonter. Ça serait une conséquence très fâcheuse pour les marchés, pour l'économie, pour les dynamiques de taux d'intérêt, pour la crédibilité de la Fed. Donc là, on est vraiment sur un développement qui est très important dans le bruit et la fureur actuelle. Et Dieu sait que tous les jours, on a une nouvelle à regarder autour de la politique, des droits de douane, de la géopolitique, etc. On est probablement sur un des développements les plus dramatiques de ces derniers mois. Dramatique. Nicolas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est dramatique, il faut suivre ça de près, parce que c'est vrai que M. Trump a l'habitude, quand les statistiques ne lui plaisent pas, quelles qu'elles soient, ou le chiffre ne lui plaît pas, d'insulter. On ne voit pas quand même quelqu'un de, de l'Europe insulter Mme Lagarde comme il fait avec Jay Powell, c'est assez violent. Et puis, carrément le virer, comme le patron du Bureau des statistiques récemment. Je concours complètement à ce qu'a dit Raphaël. C'est un sujet extrêmement important. Peut-être qu'il ne prendra, que les marchés ne prendront la mesure de cet élément-là qu'en 2026, à l'échéance du mandat de Jérôme Powell. Et au-delà de ce que disait Raphaël, l'attractivité de la signature américaine depuis des décennies et l'attractivité en particulier de Wall Street et des actions américaines repose sur un certain nombre de principes qui sont simples et qui, pour l'instant, étaient immuables et dont certains sont menacés. Il y a cette capacité d'innovation extraordinaire et à attirer les meilleurs talents en matière d'innovation et en faire des opportunités de marché et des acteurs technologiques à dimension mondiale. Bien sûr. Il y a des questions là-dessus. Même s'il y a des victoires de temps en temps, comme une victoire judiciaire aujourd'hui, il y a des points d'interrogation sur ce sujet-là. Après, il y a un mix politique dont la Banque centrale est un élément central. Et pour nous, financiers, c'est plus que la boussole, c'est la Banque centrale du monde. Donc, la remise en question du principe d'indépendance est un changement de gouvernance fondamental, énorme. Peut-être que tout ceci interviendra dans un moment où l'économie américaine ralentira et où la baisse des taux forcée, plus ou moins forcée, répondra à une logique cyclique. Mais il n'empêche que... Oui, parce que pour l'instant, on rappelle, cette baisse des taux, elle n'a pas forcément lieu d'être à un moment où justement on va peut-être avoir un retour de l'inflation avec la conséquence des tarifs. Peut-être. Mais peut-être aussi, en tout cas, nous sommes surpris, je pense tous plus ou moins, 7 mois après, par quand même l'incroyable résilience des tensions inflationnistes qu'amène mécaniquement le sujet des tarifs. Et l'anticipation de la hausse des tarifs, qu'ils soient appliqués ou pas, il y a des tas de mécanismes d'anticipation par les acteurs économiques. Mais la remise en question de l'indépendance de la Fed est une boussole énorme et le capital est attiré aux États-Unis parce qu'il sent qu'il est bienvenu. Et on revient au sujet, dans des bonnes mains. Dans des bonnes mains, et qu'on ne mettra pas tout ça en cause. Et d'ailleurs, alors le parallèle est osé, mais c'est vrai que dès lors que le politique prend la main sur les règles de fonctionnement du marché... C'est pas mieux aux États-Unis qu'en France. Mais même en Chine. Souvenez-vous ce qui s'est passé pour la tech chinoise qui était en plein boom il y a encore quelques années, il y a 3-4 ans. Voilà, on a vu disparaître Jack Ma, le patron d'Alibaba. Tout à coup, ça s'est grippé. Les capitaux ont fui, mais massivement. Et ils viennent de revenir là à pas compter. Mais on voit en tout cas que c'est surtout... ce qu'il faut pas faire. Benoît Rescaux, votre analyse là-dessus? Oui, non, je vous rejoins complètement. Les marchés gèrent déjà les incertitudes économiques et financières. Rajouter ces garde-fous que sont les banques centrales ou les instituts de publication statistiques économiques, c'est pas une bonne chose. Quand on analyse les anticipations maintenant de baisse de taux directeur de la Fed,
Qu'est-ce que ça veut dire? Alors elle a toujours un double mandat, privilégié, enfin, entre l'inflation, protéger de l'inflation et maintenir une croissance et un taux de chômage suffisamment bas. Donc elle joue un peu, hein, sur ce double mandat pour dire: «Mais je suis toujours dans mon mandat et donc il n'y a pas d'influence». Mmh. Mais le doute est là et quand on regarde les chiffres, certes, il se passe quelque chose sur l'emploi, mais c'est pas significatif, en tout cas suffisamment significatif et ça donne le signal au marché que pour le moment, son combat est plus en faveur du soutien de la croissance que du maintien de l'inflation. Et d'où on en revient à votre introduction sur les taux à 30 ans, qui est une petite musique, hein, que nous adressent les marchés obligataires en disant: «Attention, on est vigilant» et en gros, si les banques centrales ne font pas leur travail, on le fera. Mais ce qui serait beaucoup plus violent et déstabilisant pour les marchés. Ouais, et ce qui fera peut-être reculer M. Trump, on se souvient qu'il avait reculé déjà quand les taux avaient flambé, hein, suite à la hausse des tarifs un peu trop exubérants. Messieurs, on ouvre notre page microéconomie. On va se pencher du côté de Google, enfin Alphabet, la maison mère, avec cette décision. Alors c'est amusant parce que le juge s'appelle le juge Meta, un concurrent de Google, et il a confirmé alors plusieurs choses. Hein. Déjà voilà, Google détient certes le monopole. Je pense que tout le monde autour de cette table, ou une grande partie, utilise ce navigateur Chrome. Donc ça, c'est confirmé. Mais il rejette en tout cas les sanctions les plus lourdes demandées par le DOJ, c'est-à-dire le démantèlement de Chrome et d'Android. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu même des acteurs comme Perplexity, c'est aujourd'hui un des grands acteurs de l'intelligence artificielle, qui proposait de racheter, même s'il n'avait pas forcément les moyens, 34 milliards et demi de dollars. Ça n'a pas été suivi d'effet. Raphaël Chuin, votre analyse ou votre commentaire là sur... Oui, c'est un gros soulagement pour les investisseurs de Google. C'était une date que tout le monde avait en tête, ce jugement, ce verdict vis-à-vis de ce jugement. Et c'est vrai qu'il est en faveur de Google de manière très nette. Google peut conserver Chrome et Android. Il avait été question aussi qu'Android puisse sortir. Peut continuer à payer Apple et d'autres pour pouvoir garder un accès privilégié pour les barres de recherche mises à disposition aux consommateurs. Donc finalement, c'est vraiment le meilleur scénario qu'on puisse imaginer qui s'est réalisé. Potentiellement aussi, on élimine le scénario cataclysmique qui aurait été de combattre ce monopole avec des mesures plus drastiques. Et à un moment où l'action Google est traitée à une décote versus les autres, ça peut interroger sur les perspectives futures. Donc c'est effectivement une très bonne nouvelle sur Google. Par ailleurs, elle arrive à un moment intéressant pour la tech. Parce que c'est vrai que maintenant, depuis quelques semaines, il y a une forme de rotation qui a lieu au-delà de la tech, une forme de défiance vis-à-vis des niveaux de valorisation des valeurs tech aujourd'hui, vis-à-vis aussi d'un buzz IA qui peut sembler excessif à certains, quelques déceptions récemment sur cette thématique de l'IA, avec ChatGPT 5. Des attentes exagérées, peut-être. Attentes exagérées. Nvidia en a déçu certains. On a l'impression de voir une forme d'inflexion sur la croissance de son chiffre d'affaires. Le retour sur investissement, semble-t-il, de tous ces investissements autour de l'IA déçoit. Et donc, il y avait une forme de rotation qui s'était mise en place depuis quelques semaines de la tech vers le cyclique, vers la value. Donc là, on a une nouvelle qui semble peut-être quelque part compenser cette rotation. Suffira-t-elle pour l'inverser? Probablement pas, mais en tout cas, ça rassure dans une certaine mesure sur la robustesse des perspectives de la tech. Et à un moment où le marché est fébrile, où le marché baisse, et où on a vu dans plusieurs épisodes de baisse que la tech pouvait servir de valeur refuge, c'est intéressant de voir qu'on a aujourd'hui une bonne nouvelle qui frappe et une nouvelle, encore une fois, de grande signification. Ouais, le Nasdaq apprécie et grimpe, évidemment. Et un des arguments du juge, justement, alors je vous renvoie au document de 230 pages qui étaye la décision, c'est justement de dire qu'aujourd'hui, certes, c'est toujours le moteur de recherche dominant, mais demain, il faut voir comment l'usage, par exemple, des plus jeunes, ils ne vont plus sur Google. Ils demandent directement, en langage naturel, aux agents d'IA, ChatGPT en tête. Nicolas Brault, votre analyse là sur... J'allais ajouter ça, c'est que cette décision, elle s'inscrit aussi dans un contexte où il y a d'autres façons de rechercher des informations et de faire tourner des algorithmes que le moteur de recherche de Google. Ouais. Donc, après, dans les sujets d'interrogation qui décidément sont plus nombreux que par le passé, depuis l'élection de M. Trump, c'est la relation entre ces grands acteurs de la technologie américaine et le pouvoir politique.
Bon, ils ont massivement fait allégeance quand même. On les a tous vus en réunion à l'investiture. De façon en faisant spectaculaire. des gros chèques juste avant que M. Trump prenne le fauteuil à la Maison-Blanche. Ça n'a pas Il n'y a pas manqué beaucoup de frondeurs. de nous surprendre. Heureusement, ils n'étaient pas tous là. Je crois que Satya Nadella n'était pas là de Microsoft, mais les autres, ils ont fait allégeance comme des vassaux et en payant ce qu'il fallait. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que face à un président américain qui démontre chaque semaine sa capacité interventionniste forte, Oui. la puissance de ces grands acteurs de la technologie ne peut pas ne pas déranger un pouvoir politique. Et à l'époque de Biden, ce n'était pas très différent. Donc, je ne lirai pas exagérément dans cette décision d'un juge. Je ne ferai pas des extrapolations comme certains, j'ai cru le lire tout à l'heure, rapidement, que du coup, la porte est ouverte pour faire de la concentration dans le secteur. Non, c'est difficile quand vous faites partie déjà des 7 premières capitalisations mondiales, faire de la concentration. En tout cas, on peut voir que même si c'est vrai que nominalement, ce sont des gros chèques, en tout cas pour la politique, à l'échelle des milliards qu'ils génèrent chaque mois, c'est finalement assez peu de choses. Et je pense que voilà, ils feront la même chose si c'est l'autre camp qui gagne. Il faut se mettre bien avec le pouvoir. Les Américains sont pragmatiques. Benoît Lescaut, sur cette affaire Google. Ce que je trouve intéressant, vous étiez inquiet? Non, alors c'est très difficile de le dire à l'avance, mais effectivement, il y a toujours ce sentiment que quand même, il y a une petite pression politique peut-être qui peut arriver et en faveur de Google. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce jugement, il y a quand même une vision à moyen terme du métier de moteur de recherche. Et cette idée qu'il y a certes un monopole aujourd'hui, mais qu'il y a un grand virage de l'intelligence artificielle à gérer et qu'il n'est pas encore gagné. Et donc, je pense qu'il y a eu ce regard, je trouve, plutôt intelligent des décisionnaires du côté du jugement. Et j'ai du mal, et je ne peux pas m'empêcher de le comparer à ce qu'on a pu faire en Europe par le passé dans des décisions de pratique anti-monopole. Lesquelles, par exemple? Il y en a plusieurs. Je reprends par exemple la fusion de TF1-M6 avortée, dans un monde où les plateformes de streaming sont omniprésentes. Oui. Voilà. Mais il y en a eu d'autres dans le monde industriel. Et en fait, je pense qu'on a manqué en Europe de cette vision moyen terme, où vont les métiers. Nos entreprises, elles ne sont pas figées. Oui, un monopole aujourd'hui peut être détruit très vite. Il faut qu'elles soient agiles. Est-ce qu'elles le sont suffisamment? Pas toujours. Et là, j'ai plutôt le sentiment qu'il y a aussi ce pragmatisme américain qu'on a moins en Europe, qu'on a plus de mal à avoir en Europe. Gemini, qui appartient à Google, est le deuxième outil derrière ChatGPT, selon un classement récent. On voit que ces entreprises, elles préparent aussi leur propre concurrence en interne, et elles sont bien évidemment aware. Elles sont branchées sur cette question en permanence et dépensent des sommes colossales. Messieurs, il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on fasse un petit tour de table sur justement dans ces conditions, qu'est-ce qu'on va faire en cette période de rentrée. On va avoir un grand rassemblement avec la convention patrimoniale en fin de mois. Ça va être un beau moment pour les conseillers en gestion de patrimoine qui eux-mêmes conseillent leurs clients. Mais c'est vrai que dans cette perspective, certains peut-être vont être inquiets par cette situation politique, par peut-être réallouer ses actifs, peut-être sécuriser à un moment, même si on épargne déjà beaucoup en France, 19%. Qu'est-ce qu'on leur conseille? Le maître mot, c'est toujours la diversification. On commence avec vous, Raphaël. Alors, on est aujourd'hui dans une position plutôt de prudence. Alors, on est investi, il faut être investi dans ce marché. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait un renversement de marché dramatique à court terme qui justifierait de tout sortir. En revanche, c'est vrai que là, il y a des facteurs qui font que la fin d'année est assez incertaine. On constate une forme de ralentissement économique qui est assez lente, mais qui est assez matérielle. Des pressions même stagflationnistes aux États-Unis qui pourraient s'accélérer dans les mois qui viennent. Ça, c'est clairement une thématique qu'on va regarder de près. Une deuxième thématique qui interpelle, c'est évidemment celle des taux d'intérêt. On peut penser que c'est un problème obligataire, mais à des niveaux de taux élevés, une problématique de valorisation va se poser. Peut-on justifier des valorisations aussi élevées, en particulier sur les actions, à un moment où les taux remonte. Donc ça, c'est un deuxième motif d'inquiétude. Et puis, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de balles en l'air. Il y a beaucoup de choses qui pourraient mal tourner. On a toujours des conversations sur les droits de douane et on se rend bien compte que c'est un serpent de mer qui est là pour rester. On n'aura jamais complètement fini avec cette thématique. On va repousser de 2 mois en 2 mois, comme ça, les échéances. Là, on a une problématique politique. Bref, j'en passe et des meilleurs. À un moment où les marchés sont extrêmement chers. Allez, je vais être sympa, très chers.
aller baisser la voilure, lever des liquidités, c'est pas une mauvaise idée. Alors, il faut Sachant que rester les liquidités investi. les liquidités sans risque, du coup, vont être plus intéressantes. Sont mieux rémunérés. J'allais faire une transition vers le portage, l'obligataire, les belles signatures. Aujourd'hui, on est quand même en rendement embarqué, plutôt bien payé pour faire ce portage. Le crédit a été mentionné. Effectivement, c'est quelque chose qu'on continue de favoriser dans les allocations. C'est une position d'attente aussi. Et on peut construire des portefeuilles à 4, 5, 6, 7% d'émetteurs de qualité qui vous permettent de voir venir et travailler sur des stratégies de capitalisation. Sur les actions, on a un petit peu réduit la voilure, on reste investi, il y a des thématiques de long terme, il y a beaucoup aussi de dichotomie entre les gagnants et les perdants, ce qui est cher, pas cher. Donc des choses à faire, mais globalement, un petit mot de prudence en amont de cette fin d'année. D'accord, et peut-être un arbitrage du crédit des belles signatures et baisser un petit peu la poche action. Nicolas, qu'est-ce qu'on fait chez Autain? Alors, Qu'est-ce qu'on conseille Alors j'ajouterais que face à Option cette privée. prudence partagée, en étant aussi investi, parce que la classe d'actifs actions est clairement plus inspirante que la classe obligataire, de mon point de vue. Les entreprises traversent des crises depuis 5 ans d'une façon qui est à chaque fois assez impressionnante. Le sujet des tarifs n'est pas différent. Ça fait 18 mois qu'on parle du sujet des tarifs, c'est-à-dire bien avant la nomination de Trump, hein, parce Oui. qu'on l'avait quand même entendu 6 mois, 9 mois avant. Et puis il était déjà passé avec une thématique qu'on n'imaginait pas aussi puissante qu'on la voit, mais il y a 8 ans, c'était déjà la même thématique. Elles font un job. J'ai pas vu beaucoup de management qui sont désarçonnés par le sujet des tarifs. Ça Mais n'est on pas voit un quand même que non-sujet. ça peut craquer, comme de Richebourg aujourd'hui, Non, mais- qui nous dit c'est Non. la faute des tarifs. Fabrice, le cas spécifique de Richebourg, je ne l'ai pas creusé ce matin, mais attention aux entreprises qui prennent dans l'actualité économique des raisons d'expliquer Les mauvais des résultats. sorties de route. D'accord. Que les entreprises nous parlent en juillet du sujet Forex et que ça puisse aussi euh, euh, servir d'abri pour d'autres dérives, c'était incontestable. Le sujet des tarifs, il n'y a pas beaucoup de secteurs sur lesquels c'est un vrai game changer. Ou D'accord, alors ils très sont bien. complètement identifiés, ils ont leur problème de déclin spécifique, c'est le cas de l'automobile. Sur l'allocation. Alors sur la qu'est-ce que location, vous recommandez je dirais que pour cette rentrée. si la prudence doit conduire à une rentrée plus molle, comme les anticipations fin juillet, elles étaient nourries dans une la levée de cash qui a eu lieu dans la période de publication de résultats en juillet a été le fait de tous les hedge funds, et c'est probablement une des raisons de la bonne résilience des marchés au mois d'août. On entame le mois de septembre avec une prudence parce qu'il y a des éléments objectifs de l'être. Je dirais que ça serait à mettre à profit pour renforcer les positions, en particulier sur l'espace européen, D'accord. qui avait fait l'objet de réallocation d'actifs importants jusqu'au début du printemps. Ouais. Ça se voit un petit peu déjà sur les valeurs du luxe, notamment. Voilà, très, très timidement depuis 3 jours et demi. Ouais. Mais en effet, la chose s'est calmée, il n'y a plus du tout d'excès. Et le sujet de la diversification en dehors du marché directeur que sont les États-Unis, c'est un sujet qui peut opérer. Il y a des enjeux en septembre sur la concrétisation de ce qu'on attend en Allemagne, de changement de policy mix, de vote de budget et de passage à l'acte. Mais il peut y avoir des éléments. Et je crois que le prix relatif des actifs en Europe, pour une fois, on a peut-être une carte à jouer. Il nous faut évidemment un peu un input de croissance qui est celui qui nous fait défaut depuis si longtemps. C'est sûr. Il nous reste 1 minute 30, Benoît Vesco, pour vous. Très, très rapidement, on n'a pas d'inquiétude sur les marchés actions d'ici la fin de l'année. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des taux monétaires faibles en zone euro et une baisse des taux directeurs probable sur la Fed aux États-Unis. Donc ça devrait être un petit soutien. Ça ne sera pas un marché euphorique. Et c'est vrai, mais on l'a dit tout à l'heure avec quelques exemples, on est dans des marchés plus volatiles. Donc ça, il faut aussi un peu vivre avec. La bonne nouvelle, c'est quand on est un investisseur inquiet, les marchés obligataires, depuis la fin de 2022, rémunèrent, et donc on peut se protéger. Donc on arrive à construire des portefeuilles équilibrés, avec différentes pondérations qui permettent quand même de jouer sur ces deux tableaux-là. Donc on ne touche pas à la poche action pour le moment. On garde le. On reste investi globalement. investi. Oui. Bon, très bien. Ben voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette édition de Smart Bourse. Un grand merci à nos invités, donc plutôt
confiant, enfin confiance mesurée, en tout cas plus sur le secteur économique que sur le secteur politique, j'ai l'impression. Merci en tout cas à Raphaël Thuin. Raphaël, vous êtes responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikehau Capital. Merci de nous avoir accompagnés. Nicolas Brault, directeur associé chez Autingre Banque Privée. Merci à vous. Et Benoît Lescaut, président de Delubac Asset Management. Voilà, on continue l'émission. Dans un instant, on va se pencher sur les matières premières. Jusqu'où va aller la relique barbare? L'or, on en parle dans un instant. Et dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, on fait un focus sur les matières premières et en particulier sur l'or avec un spécialiste, Benjamin Louvet, le directeur de la gestion matières premières chez Ophi Invest AM. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Fabrice. Ravi de vous retrouver Benjamin pour parler de ce nouveau record sur l'or. Alors c'est vrai que on vous a de temps en temps sur cette antenne et on a vu les seuils les uns après les autres tomber. Là on est carrément à 3500 $ l'once. On se demande jusqu'où on va aller. En tout cas, c'est peut-être le pendant d'une certaine inquiétude des investisseurs qui se disent la conjoncture n'est pas si flamboyante. Comment on explique cette flambée de l'or? Vous êtes même déjà en retard, Fabrice. Aujourd'hui, on est à plus de 3550 $. On fait un nouveau record sur l'once d'or. Alors, les facteurs, ils sont nombreux en réalité. Le premier que j'ai envie de citer, c'est l'incertitude géopolitique et l'incertitude liée aux tensions commerciales. Aujourd'hui, le monde s'inquiète de voir les barrières douanières fixées par l'administration Trump avoir un impact sur le volume des échanges internationaux et donc sur la croissance. Et donc, tout ça pourrait amener les banques centrales à devoir revoir leur politique monétaire, à ajuster les taux à la baisse. Et ça, c'est un bon support pour les cours de l'or. Pourquoi ? Parce que, pour rappel, l'or est un actif qui n'a pas de rendement. Donc, évidemment, quand le rendement des autres actifs est élevé, il a moins d'intérêt pour les investisseurs. Si ce rendement vient à baisser, le désavantage de l'or diminue. Et donc, les investisseurs s'y intéressent à nous. Or, on a eu tout récemment la confirmation par Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, lors du symposium de Jackson Hole en août, qu'on était bien parti pour avoir une baisse de taux aux États-Unis au mois de septembre. Et ça aide l'or à aller plus haut. Et puis, il y a un deuxième point concernant les banques centrales qui aujourd'hui inquiète beaucoup, c'est l'attitude de Donald Trump vis-à-vis de la Banque centrale américaine et notamment sa volonté de casser l'indépendance de cet établissement. Rappelons que la Réserve fédérale est censée prendre ses décisions de façon indépendante du pouvoir politique. Or, Donald Trump a déjà profité d'un départ pour remplacer la personne sortante par un de ses proches, Stephen Miran, ce qui lui donne plus de poids dans les décisions. Et là, il est en train d'essayer de limoger Lisa Cook, une gouverneure de la Banque centrale, qui est en train de se défendre, qui voudrait remplacer par quelqu'un qui est plus proche de son analyse de la situation économique, avec l'idée à terme de pouvoir évidemment appliquer la politique monétaire qu'il souhaite voir. On le sait depuis des mois, puisque ça fait des mois qu'il critique Jérôme Powell. Il souhaite que les taux baissent. Pourquoi ? Parce que la dette américaine est abyssale, qu'aujourd'hui elle représente le plus gros poste de dépenses aux États-Unis. Les intérêts sur la dette américaine ont dépassé les 1 000 milliards $. C'est le plus gros poste de dépenses devant la défense, devant l'éducation. Et donc, il souhaite baisser les taux d'intérêt de façon à pouvoir financer sa dette dans de meilleures conditions. Et je le disais, la baisse des taux d'intérêt représente un très gros facteur de soutien pour le cours de l'or. Et puis, il y a une autre inquiétude liée toujours à cette problématique des barrières commerciales, c'est la crainte de voir ces barrières commerciales se transformer en inflation. Et l'inflation est là aussi un très bon moyen pour l'or de briller, puisque l'or se comporte plutôt bien dans les périodes où on a et des taux qui baissent et une inflation qui monte, parce que c'est-à-dire que les taux réels, ce que vous allez vraiment toucher en intérêt sur votre argent, baissent d'autant plus que l'inflation est importante. Dernier point autour des banques centrales. Les banques centrales ont ces dernières années commencé à augmenter leur allocation à l'or, à la diminuer sur l'euro notamment. L'or est devenu la deuxième réserve des banques centrales derrière le dollar, mais devant l'euro. Et aujourd'hui, les réserves d'or des banques centrales dépassent même les réserves de bons du Trésor américain dans les réserves des banques centrales. Donc on a vraiment un mouvement de fond. Pourquoi ? En fait, ce mouvement de fond, il a été initié par les banques centrales des pays émergents ou des pays asiatiques en
il a commencé en 2021 et même un petit peu avant, en 2018, mais il a fortement accéléré à partir de 2022. Pourquoi? Parce Mhm. qu'en mars 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Et l'une des conséquences de cette attaque, c'est que les pays occidentaux décident de geler les avoirs russes hors de son territoire. Et à ce moment-là, un certain nombre de pays se disent, mais est-ce que le dollar est vraiment une valeur refuge? Est-ce qu'on peut être certain qu'on reverra ces dollars si on est en désaccord avec la politique américaine? Et donc, des pays, notamment la Chine, commencent à se dire que s'éloigner du dollar est peut-être une solution de secours. Et historiquement, il faut savoir qu'en Chine et dans beaucoup de pays d'Asie, on considère qu'il y a deux valeurs refuges absolues, c'est l'or et le dollar. Et d'un seul coup, le dollar n'est plus une valeur de réserve. Et donc, on voit les détentions d'ETF dans ces pays augmenter très fortement. Et le prix de l'or est de plus en plus fixé en Asie. Oui, c'est ce qu'on Aujourd'hui, c'est appelle, toujours le cas. Benjamin, la dédollarisation. C'est-à-dire beaucoup d'économistes se sont dit, attention, c'est peut-être dangereux d'être trop dépendant du billet vert, autant avoir de l'or dans ses coffres. Et on a vu effectivement des achats assez massifs. C'est ça, effectivement, sur les 3 dernières années, les banques centrales ont acheté plus de 1 000 tonnes d'or chaque année, sur un marché global d'à peu près 4 500 tonnes, donc c'est très important. Depuis le début de l'année, sur le premier semestre, elles en ont acheté 450 tonnes. Ça a un peu ralenti pendant l'été, mais c'est normal en termes de saisonnalité. Elles en achètent toujours beaucoup moins pendant l'été. On s'attend à ce que ça reparte là au mois de septembre. Et c'est un gros facteur de soutien pour les cours de l'or. Oui. On s'attend à des achats qui pourraient être comparables à ce qu'on a pu connaître les années précédentes. Pourquoi on s'y attend? Parce que simplement, on sait ce que veulent faire les banques centrales. Tous les ans, il y a un sondage qui est réalisé par un organisme qui s'appelle le World Gold Council, qui les interroge au mois de mai, et le sondage est publié début juin, sur leurs intentions vis-à-vis de l'or. Et cette année, dans ce sondage, il y a une question qui est posée, c'est qu'est-ce que vous voulez faire sur l'or dans les 12 prochains mois? Et cette année, sur ce sondage, 29% des banques centrales ont indiqué vouloir augmenter leur allocation à l'or dans les 12 prochains mois. C'est un record depuis que le sondage existe en 2018. C'est 5 points de plus que l'année dernière. Et à noter également, Fabrice, qu'aucune banque centrale n'a indiqué vouloir réduire son allocation à l'or. Donc on a là un autre facteur de soutien important. Donc on a les Asiatiques qui viennent sur ce marché parce qu'ils n'ont plus confiance dans le dollar, les banques centrales qui viennent pour se dédollariser, les investisseurs qui sont inquiets de la situation économique et des barrières douanières. Tout est en place pour que la hausse de l'or se maintienne. Mais Oui. le point plus crucial, Fabrice, le point le plus crucial, si vous me permettez, c'est le sujet de la dette, qui est un sujet de fond qui va nous animer pendant encore des années. Il faut savoir que le fait que les États soient très endettés fait qu'elles ont besoin que les taux d'intérêt restent très bas. Sinon, on en parlait tout à l'heure dans le cas des États-Unis, eh bien la charge de la dette devient tout simplement insupportable. Et ça, c'est la meilleure raison d'être optimiste pour le cours de l'or dans les années qui viennent. Et c'est la raison pour laquelle chez Ofi Invest Asset Management, on pense que l'or, malgré la hausse très importante qu'il connaît depuis maintenant quelques mois et quelques années, a encore un très fort potentiel d'appréciation tant qu'on n'aura pas sérieusement réglé le problème de la dette qui se pose depuis longtemps, puisque Kenneth Rogoff et Carmen Reinhardt, lorsqu'ils étaient chefs économistes du FMI en 2013, avaient sorti un papier déjà pour dire que l'endettement était trop élevé. Depuis, il s'est fortement aggravé. Et bien, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, l'or aura des raisons de briller. Donc, on pense qu'il a la possibilité d'aller encore plus haut que ce qu'il est aujourd'hui. Ouais, il y a une comparaison qui est faite souvent avec les crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin. On en parlait hier sur ce plateau. C'est quelque chose de terminé, de fini. Combien on extrait de tonnes d'or chaque année, Benjamin? Et puis les méthodes d'extraction en plus deviennent de plus en plus chères. Il y en a de moins en moins. Oui, alors on en extrait à peu près. Alors le marché de l'or, je le disais, c'est un marché d'à peu près 4 500 tonnes par an et on en extrait des mines à peu près 3 500 tonnes. Le reste vient du recyclage. D'accord. L'or est un métal qui se recycle bien. Donc on augmente le stock par petite quantité. On estime que les réserves totales d'or déjà extraits sur la croûte terrestre se situent aux alentours de 220 000 tonnes. Donc on a encore une toute petite partie seulement qui est extraite chaque année, ce qui fait une situation effectivement un peu comparable à celle que vous évoquiez du Bitcoin. Il nous reste quelques minutes pour évoquer, toujours du côté des États-Unis, Donald Trump qui a demandé que l'ensemble des métaux critiques fassent l'objet d'une étude section 232. Alors c'est surtout pour savoir s'il pourrait y avoir des droits de douane dessus. Il vise en particulier l'argent, mais également le palladium. En quoi c'est important, Benjamin?
Alors, il vise un peu tous les métaux qui se trouvent sur cette liste. Il faut savoir que cette liste de métaux critiques aux États-Unis, elle est extrêmement importante. Et elle est importante notamment parce qu'on a vu pendant l'été des tensions lorsque Trump a annoncé des barrières douanières très importantes sur la Chine. La Chine a soudain suspendu ses exportations de terres rares. Les États-Unis importent la quasi-totalité de leurs terres rares depuis la Chine. Et donc, Trump a été obligé de renégocier cet accord à la baisse sur les barrières douanières parce que sinon, il risquait de mettre son industrie dans une situation difficile. Sur l'argent, sur le platine, sur le palladium, là aussi, les États-Unis dépendent de l'étranger. Donc, ces 3 métaux figurent sur cette liste de métaux critiques. Et donc, effectivement, Donald Trump envisage de mettre des barrières douanières sur ces marchés, ce qui pourrait constituer là aussi une phase d'accélération sur le prix de ces métaux qui se comportent très bien. Le marché de l'argent est en hausse, monte plus que l'or depuis le début de l'année. Il est en hausse d'une quarantaine de pourcents. Le platine, lui, est en hausse de plus de 50% depuis le début de l'année. Et ce sont des marchés sur lesquels, en tout cas pour le platine et le palladium, Donald Trump pourrait assez facilement envisager de mettre des barrières douanières parce que les États-Unis disposent de mines de platine et surtout de mines de palladium. Et donc, mettre des barrières douanières permettrait de rendre ces mines plus compétitives. Aujourd'hui, elles ont un problème de coût de production, mais s'il y avait une taxe sur les importations, eh bien, ça redonnerait de la compétitivité à ces mines. Et donc, c'est pour ça qu'un certain nombre d'acteurs aujourd'hui pensent que Donald Trump pourrait mettre des taxes sur ces métaux. L'argent, lui, est dans une situation un peu différente. L'argent, le problème qu'on a, c'est que c'est un métal qui est absolument critique parce que c'est le métal qui conduit le mieux l'électricité au monde. Et pour cette raison, on l'utilise beaucoup dans les technologies bas carbone et notamment dans les panneaux solaires et dans les voitures électriques. Et donc, les besoins de ce métal n'arrêtent pas d'augmenter, ce qui fait qu'on en parle peu, mais depuis maintenant 5 ans, cette année, pour la 5e année consécutive, le marché de l'argent va être en déficit de production par rapport à la consommation. Alors, on avait des stocks, mais au bout de 5 ans de déficit, eh bien, ces stocks, ils diminuent. Et aujourd'hui, ça commence à créer une vraie inquiétude, surtout qu'on ne voit pas côté production de moyens d'augmenter cette production rapidement. Et donc, on a le département géologique américain qui a décidé de rajouter ce métal sur la liste des métaux critiques et donc possiblement la mise en place de barrières douanières sur ce métal dans les mois qui viennent. Donc là aussi, un gros facteur de soutien. Sur le palladium, on a un élément complémentaire, Fabrice, c'est que le plus gros producteur de palladium au monde, c'est un pays qui s'appelle la Russie, qui produit 45% du palladium dans le monde. Et aujourd'hui, le gouvernement américain étudie la possibilité de mettre des sanctions financières sur les exportations de palladium russe. Si tel devait être le cas, forcément, ça mettrait une nouvelle pression à la hausse sur le cours du palladium. Voilà, affaire à suivre en tout cas sur ces différents actifs, et on l'a compris, pour l'or, en tout cas clignotant au vert, suivi par l'argent. Voilà, le palladium peut-être un petit peu plus compliqué de traiter, quoique on va trouver. Merci en tout cas à notre spécialiste Benjamin Louvet, le directeur de la gestion matières premières chez Ophi Invest AM. À très bientôt, Benjamin. On arrive au terme de cette édition de Smart Bourse. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez nous retrouver bien évidemment tous les soirs en direct de 17h à 18h, et merci à ceux qui le font. Quant aux autres qui nous écoutent en podcast sur toutes les plateformes, n'hésitez pas, vous êtes de plus en plus nombreux à laisser un petit commentaire, nous noter, montrer également ce qu'on pourrait améliorer, pourquoi pas, et bien sûr nous donner 5 étoiles à chaque fois. Merci à tous, on vous souhaite une excellente soirée, à demain.